démarre, voilà, partage d'écran, et on est parti. Donc en fait, maintenant on va faire quelque chose de beaucoup plus abstrait que ce qu'on a fait. On a fait les pathologies, hein, on a vu un peu toutes les pathologies, on a vu les systèmes, les molécules, on a vu le système de récompense, système de trapèze avec la mémoire, etc. Toutes ces interactions. Je te repasse en diagramme vite fait. Peut-être qu'on n'a pas passé de temps. C'est celui-ci. Attends. Hop. On a peut-être été trop vite là. Attends, excuse-moi. Celui-ci. C'est un diagramme, il vaut ce qu'il vaut, hein. Donc on a les sens, les informations sensorielles, les informations émotionnelles, les informations cognitives et les informations spirituelles. Tout ça qui passe par le moule par le filtre hypothalamique, thalamique, du thalamus. Mais on a également le singulaire qui intervient et donc c'est un noyau à trois cordes, on peut voir ça, hein. Euh, il y a la mémoire de travail qui se trouve dans le cortex préfrontal et on va venir pêcher ou recruter euh, des, des mémoires qui sont quasi disponibles et qui se recrutent spécifiquement de façon contextuelle. Euh, et puis on a le stockage à long terme qui peut être consolidé, on a le rappel aussi. En fait, on a 5 types de mémoire, juste pour pas la mémoire sensorielle, la mémoire de travail, la mémoire procédurale, la mémoire épisodique et la mémoire sémantique. Ce sont des classifications qui valent ce qu'elles valent. On a aussi le phénomène des neurones miroirs. J'ai pas assez parlé des neurones miroirs. Ce sont des neurones euh, qui sont mis en jeu dans l'imitation. Par exemple, quand un enfant imite ses parents, ben, c'est la même, ou deux personnes rentrent en communication très très intime, disons, les neurones de mémoire vont agir de façon très importante. C'est les mêmes, véritablement des neurones qui, quand ils vibrent chez une personne, ils vibrent également chez l'autre personne. Et donc ça crée un système de résonance très fort qui est lié à l'apprentissage, mais aussi aux relations familiales, etc. Et maintenant, on va voir un petit peu euh, le domaine de ce qui touche à la conscience, mais pas de façon spirituelle, mais de façon, qu'est-ce qu'en disent les neurophysiologistes et qu'est-ce qu'en disent les spécialistes de la question qui regardent ça de façon, disons, comment ça marche. Alors on peut dire, ouais, voilà, c'est la conscience, ça sort du domaine, mais de moins en moins. Euh, on pourrait dire bon, comment fonctionne physiquement la pensée quand on se place au niveau de au niveau physique en fait, biophysique. Et en fait, il se fait que j'ai travaillé 4 ans au CERN, c'est le Centre européen de recherche nucléaire. Ouais. Et en fait, j'ai travaillé sur le détecteur L3. Et en fait, j'ai développé les programmes qui permettent de visualiser les trajectoires issues des collisions. Et je m'aperçois qu'en fait, on pourrait voir le cerveau. Oui, en fait, un des grands détecteurs sur lesquels on travaille c'est un immense détecteur fait de petits cristaux de germanate de bismuth et qui était organisé en colonnes. C'est-à-dire des Mhm. colonnes qui vont copier les particules et visualiser et permettre de voir un petit peu ce qui s'y passe et réagir en fait. Or, le cortex, il est également organisé en colonnes. Euh, et si j'ai un petit truc, ouais, attends, voilà, c'est ici que j'ai ça, ouais, ici. Le cortex, en fait, un peu comme la rétine, hein, qui est organisée en cônes qui sont organisés en colonnes, un peu comme les tubes séminifères hein, qu'on a vus qui sont organisés en colonnes, un peu comme le rein qui sont aussi organisés en tubes de Malpighi. Eh ben, le cerveau, euh,
il échappe pas à la règle, si tu veux. Les six niveaux du cortex, hein, ici tu vois les niveaux, ici tu n'en vois pas six, donc un, deux, trois, il y en a six, eh ben, ils sont organisés en colonnes. Et ces colonnes, en fait, vont interagir avec, ça, ce sont véritablement des microcolonnes qu'on appelle ça. Dans ces microcolonnes, bah, il y a des neurones, des synapses, des microglies, des astrocytes. Tout ça est organisé en architecture et ce sont des microcolonnes d'organisation de connectiques. Et c'est des microcolonnes qui servent, en fait, là-dedans, il y a une interaction. Il y a de l'eau qui est structurée de façon très immensément structurée. Il n'y a pas d'organe plus liquide que le cerveau, en fait. Et ça fonctionne un peu comme des cristaux. Ils interagissent aussi, un peu à la manière d'eau. C'est simplement une comparaison qui me, qui me fait réfléchir parce qu'en fait, c'est un peu comme les cristaux de germanate de bismuth, hein, qui interagissent avec les particules que normalement on ne voit pas autrement. Et ben là, on a un système qui interagit euh, avec le vide, avec le champ du point zéro, avec la façon dont dans le vide, il y a énormément d'informations. En fait, l'information est stockée dans le vide. Ça devient un secret de polichinelle. Ça, ce ne sont que des systèmes radio, si tu veux. Pour simplifier. Ce sont des systèmes de lecture, d'écriture, parce que seule l'eau structurée a cette capacité d'aller à un niveau tellement petit, parce que l'eau, c'est pratiquement les plus petites molécules. Je parle pas d'atomes, de molécules, et elles sont organisées de façon groupée pour rentrer en mode lecture, écriture avec le vide. Et tout ça, c'est une unité, hein, c'est comme un petit cœur dans un processeur qui serait c'est bourré de processeurs, en fait. Et en fait, tu aurais c'est un ordinateur quantique, hein, si on appelle ça aussi comme ça. On va travailler avec le vide, l'information qu'il y a dans le vide. On sait que dans le vide, il y a, dans un verre d'eau, il y a de quoi, on a calculé, hein, les physiciens ont calculé que dans le vide contenu dans un verre d'eau, on a de quoi alimenter en électricité la Terre pendant une histoire de 1000 ans, quoi. Donc l'énergie contenue dans le vide. Le vide, c'est un bouillonnement qui se tient tranquille, si tu veux, prêt à nous sauter à la figure. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ça, en fait, c'est c'est pas seulement qu'on a des synapses et des neurones, mais ces synapses et ces neurones entretiennent de façon groupée et de la façon dont elles sont connectées ensemble, elles entretiennent une colonne d'eau, si on pourrait dire, une espèce de cristal qui est capable d'interagir avec ce qu'on appelle le champ du point zéro, c'est-à-dire, pour parler normalement, le vide, en fait. Ce que nous ne pouvons pas... nous sommes constitués en majeure partie de vide, hein. Voilà. C'est en première introduction. Et en fait, euh, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Comment ça fonctionne? Ben, en fait, ça remonte à un prix Nobel de physique qui s'appelait Prigogine en 1977, donc ça remonte il y a longtemps. C'est qu'en fait, les systèmes vivants sont des structures thermodynamiques qui sont dissipatives. Elles sont très loin de l'équilibre et elles ont des dynamiques comme ça qui reviennent toujours de façon cyclique. Ce qu'on appelle les attracteurs étranges. Ce sont des espèces de trajectoires euh, des trajectoires dynamiques qui reviennent toujours sur un point d'équilibre et qui repartent hors de l'équilibre et qui reviennent. C'est ce qu'on appelle ces fameux attracteurs étranges. Je vais essayer d'en trouver, je vais essayer de trouver une illustration en ligne comme ça, graphique. Ce sont des objets mathématiques qui ont, étrange, voilà, hop. Est-ce qu'il y a des images? Certainement des images ici, hop là. Voilà, tu vois, ce sont des espèces de trucs comme ça.
là, on a un bon exemple. Tu vois, ça, c'est les modèles de départ qu'on avait. C'est bon, on sort, pardon, on sort et on re-rentre, on re-rentre, on sort, on re-rentre. Et en fait, ces attracteurs étranges, ils ont, par exemple, ça remonte aux années 80, hein, de 1980, et quelques, on mesurait les électroencéphalogrammes des gens qui avaient des crises d'épilepsie et on pouvait calculer, on pouvait mettre ça en 3 dimensions et on pouvait voir ça sur l'ordinateur et calculer euh, la C'est fou dimension, ça. ouais, calculer la corrélation en fait interne de cet attracteur. Et c'était ce que faisait l'équipe de Prigogine en fin des années 80. Et en fait, j'étais l'élève de- j'étais un des élèves de ce groupe-là. J'ai fait quelques modèles en 3D. J'avais la chance d'avoir des ordinateurs 3D. Et c'est de là que je suis parti pour faire, en fait, pour aller au CERN, en fait. Et maintenant, il y a des choses qui commencent à faire sens, parce que chaque fois que je me reviens là-dedans, je me dis, mais pourquoi parler de domaine de cohérence, parce qu'en fait, sont des domaines de cohérence, ce sont des neurones, des connectomes. Véritablement, toutes ces colonnes sont, à l'intérieur de ces colonnes, on a déjà un véritable connectome, mais entre elles, de façon rapprochée et à distance, puisqu'on sait qu'il y a des corps calleux qui font la, le- la connexion entre ce qui se passe à gauche, ce qui se passe à droite du cortex, du cerveau, ben on a en fait véritablement un- des énormes attracteurs étranges, très complexes, qui se, qui se forment de façon labile. Et c'est en fait, quand on va repêcher une mémoire, on va stabiliser, si tu veux, un attracteur étrange. Il y a quelque chose qui fait pip, 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 pip. C'est Ouais, je quoi? vais juste à la cuisine. Je vais juste aller éteindre. Oui, vas-y. Voilà. Il me dit quand t'es là. Euh, ouais, là. Le bip bip de la cuisine. Je suis là. Voilà, voilà, voilà. Super. Euh, Désolée. non, non, non. En fait, quand on a la mémoire de travail et par exemple, quand on réactive, quand on recrute des nouvelles mémoires, en fait, qu'est-ce qui Mhm. se passe? Euh, c'est que quelque chose comme ça. Tu vois, par exemple, imaginons que ce soit une configuration particulière de connectique. Et quand en permanence, en fait ça, tu as des attracteurs, tu as une forme, puis cette forme-là, puis cette forme-là, puis ça des configurations de connectomes, de connectiques différentes. Ça c'est stable, ça c'est stable, ça c'est stable, ça c'est stable. Et on peut transiter d'une configuration stable à une autre configuration stable. Et à ce moment-là, eh bien, tu as un Oui. système qui permet de recruter, en fait, d'aller chercher une mémoire. Une mémoire, c'est une configuration stable d'une dynamique qui est un peu chaotique, mais qui revient toujours sur elle-même. Il s'appelle un attracteur étrange. Euh, et tout ça, évidemment, à travers les neurones. Hein. C'est parce que ces neurones peuvent se connecter d'une façon ou d'une autre façon, et tout ça à l'intérieur des petits cônes, des petits cylindres qui sont reliés entre eux de proche et à distance, d'une façon
qui contient une géométrie. En plus, euh, dans ces espèces de cubes bizarres, là, comme ça, prenons par exemple celui-ci, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une autocorrélation, c'est-à-dire que euh, il y a différents niveaux dimensionnels. Il y a les interactions à longue distance, les interactions à courte distance. Pourquoi? Parce que ce sont des objets qui sont fractales, comme les fractales. Et on sait que les fractales, mais en fait, il y a des motifs comme ça qui vont se répercuter, qui vont se reproduire à tous les niveaux de dimension. C'est-à-dire que les connexions qu'on a au niveau des petits cônes qu'on avait vus ici, hop, je reviens. Bon, ben, il veut plus, il veut plus s'agrandir. Mais tu te souviens les petits cônes, hein? Ben, en fait, tu as des petits Oui, cônes oui. là-dedans. Eh bien, tu as des groupes de petits cônes, et puis à l'intérieur de petits cônes, tu as des petits groupes plus petits, et puis à distance. Et donc, en fait, tu vas avoir véritablement des dynamiques de connexion qui ont une certaine rythmique, une certaine fréquence, qui ont une caractéristique, et qui ont une structure entièrement euh, de type fractal, comme les objets fractales, comme les figures fractales. On voit ça beaucoup au cinéma. Hein, c'est des objets qui se reproduisent de façon... on avait vu ça avec les fascias. Hein. Les fascias ont une organisation fractale. Et bien entendu, ben, les connexions neuronales dans le cerveau ont une structure fractale. En plus, on a la plasticité. On a parlé de la plasticité, c'est-à-dire que les microglies et les cellules d'astrocytes, elles vont aussi dire, bah, tiens, elles agissent un petit peu comme des touches de saxophone, hein, on va dire, tiens, on va pousser un peu plus sur la touche, un peu moins sur la touche. Et donc, en fait, la façon dont vont pouvoir agir ou fonctionner les synapses vont être entièrement modulables. Et donc, on a une plasticité dynamique des connexions qui permettent de sauter d'un attracteur étrange à un autre attracteur étrange. Et en fait, on parle beaucoup maintenant d'intelligence artificielle. Et si tu regardes les modèles de fonctionnement de l'intelligence artificielle, ça fonctionne aussi avec des attracteurs étranges. Et le travail que fait une intelligence artificielle, qu'on appelle réseau de neurones par grossière, très grossière similarité avec le fonctionnement des neurones, c'est vraiment très grossier et très basique. Ce sont des modèles tout à fait basiques. Et en fait, déplacer, on va essayer de recruter une dynamique d'attracteur étrange par rapport à une autre. Quelque chose de similaire, mais euh, ça relève de la caricature. Donc en fait, ça fonctionne comme des hologrammes. Hein. On voit les hologrammes, mais on pourrait transiter d'une figure à une autre, et c'est comme ça qu'on va avoir on va avoir une pensée qui switch sur une autre pensée, etc. Et on va recruter la mémoire. Bien entendu, tout ça va être pêché et réécrit. C'est une interaction intime, très étroite entre le, le champ du vide, en fait. Avec donc, en fait, c'est une transformation. Tout ce qui relève de l'électromagnétique, qui relève du chimique, qui relève de la thermodynamique, de la température, la pression, etc., c'est le domaine de la physique. On peut mesurer avec des instruments de mesure. Euh, Hélas, on n'a pas d'instrument de mesure mécanique, si tu veux, pour mesurer ce qu'il y a dans le vide, à part certains détecteurs au CERN et euh, les colonnes du cerveau. Le cerveau est un instrument de mesure qui est capable d'aller écrire et lire dans le vide. C'est génial. De façon très spécifique. C'est pour ça que notre mémoire et eh bien, elle est inscrite dans le vide à l'intérieur de nous et autour de nous. Elle est stockée. On va trouver les endroits où ça coince un peu, dans les fascias qui coincent, ou dans le champ vital qui entoure une personne. On va voir qu'il y a des zones de, qu'on appelle de condensation, de congestion. Euh, et ça, c'est lié, en fait, à des histoires de symétrie. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, euh, quand quelque chose est parfaitement symétrique, là, c'est en cristal, c'est un objet qui ne relève pas du vivant. Qu'est-ce qui caractérise un système vivant? C'est qu'il a cette capacité de se remodeler de lui-même.
C'est-à-dire parce qu'on lui met une chiquenaude, il va sortir de la symétrie et sa capacité à revenir à la symétrie, c'est un peu ce qu'on appelle l'homéostasie. C'est-à-dire si on revient encore à ces fameux attracteurs étranges, quand tu regardes une dynamique comme ça, aussi bête par exemple que celle-ci, voilà, celle-ci, tu vois, on tourne ici, on rentre, on sort, on rentre, on sort, ça ressemble à la culture. Hein. Eh bien, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que euh, ça, c'est quelque chose qui est symétrique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est stable. Maintenant, si tu donnes un pied là-dedans, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le système, s'il n'est pas poussé trop loin, il va revenir à sa forme initiale. Et donc, quand tu lui donnes un coup de pied, en fait, il fait une brisure de symétrie. Eh bien, ou par exemple, quand tu as une toile d'araignée et qu'il y a un insecte qui se fait prendre dans la toile d'araignée, qu'est-ce qui se passe? Même si l'araignée se trouve tout à fait au bout de la toile, elle va être au courant. Pourquoi? Parce que la dynamique qu'il y a dans cette toile d'araignée relève un petit peu de cette dynamique-là, en fait. Elle va être brisée et elle va ensuite revenir sur sa dynamique initiale et c'est tout ce processus qui va permettre de dicter euh, la course de l'araignée pour aller euh, se manger ce petit insecte qui s'est coincé. Elles sont sympas les araignées. Et donc c'est très lié à la symétrie. On sait que l'eau, c'est l'acteur clé pour la corrélation à longue distance. Hein, c'est l'eau, elle est cohérente là-dedans. C'est énormément de. On sait que dans un verre d'eau, il y a une certaine proportion de domaine de cohérence et une proportion d'eau qu'on appelle de l'eau gaussienne, c'est-à-dire de l'eau qui va dans tous les sens sans être organisée. Et en fait, c'est cette dans un cerveau qui fonctionne bien, on a de l'eau extrêmement cohérente et qui fonctionne. On a ici, euh, j'ai repéré, ça c'est pour l'ami Kylian qui est en train de revenir d'Afrique, où il est trop occupé là-bas. En plus, je crois qu'il est dans la zone de Goma. Il y en a qui font du tourisme bizarre, quoi. Et en fait, i- ici, euh, ça c'est un panel sur la thérapie crânio-faciale et on a ici Gérald Pollack. Est-ce que vous pensez que l'eau dans le cœur peut retenir la mémoire? Et lui, c'est le plus grand spécialiste. C'est celui qui organise. Well, if one roughly equates our mind with our brain, which is not so clear, then the neurons are cells like every other cell, and if other cells are able to hold memory, then we would expect that. En fait, il dit que voilà, si l'eau est capable de retenir la mémoire, ben, dans les cellules, ben, en fait, les neurones sont des cellules comme les autres. Donc, elles bien beaucoup plus sophistiquées, donc elles retiennent aussi la mémoire. Brain Euh, cells could do the same. So, when it comes to memory, there are a few things to say about it. The first is a bit building on what I presented, that the Ça date water de has quand a cette huge. vidéo? ouais, elle date d'il y a une année. Et il y a 57 vues. Euh, mais j'ai été creusé, je creuse. Hein. Et en fait, ça, ce sont tous les spécialistes. Hein. Ça, c'est Gabor. Ce sont de l'ostéopathie et la neurologie. Et lui, c'est le grand spécialiste de l'eau, quoi. Tout ça pour dire qu'en fait, l'eau, elle joue un rôle extrêmement important. C'est pas pour rien qu'on a les ventricules qui sont bourrés d'eau. C'est pas pour rien que le cerveau est l'organe le plus humide, le plus dense en eau. C'est parce que l'eau, il joue un rôle extrêmement important. Et en plus, euh, il y a un autre aspect. C'est l'aspect qu'en fait, on a un aspect de dédoublement. C'est-à-dire qu'on a une partie connectique, une partie de connexion de neurones, de réseau de neurones, avec quelque chose qui se passe au niveau physique.
et il y a quelque chose qui se passe dans le champ du point zéro. Donc en fait, si on regarde, euh, on a une dualité en fait. On a, je vais reprendre, parce que je trouve que ces images sont parlantes. Celle-ci, hein, celle qu'on avait vue ici, donc ce sont voilà, les attracteurs. Si tu veux, on a une dualité. Hein, on va reprendre ceci, par exemple. Voilà, disons qu'ici, ce kraboucha, à un moment donné, c'est la connectome neuronale. Ça veut dire que ça, il a son empreinte dans le vide. C'est-à-dire que ça permet de relever d'aller choper de l'information dans le vide, qui est un peu la copie dans le vide de cela, et qui est une information, et qui est l'information telle qu'elle est contenue, qu'elle peut être réveillée. Ça veut dire qu'en fait, le cerveau, dans son entièreté, contient sa propre représentation, sa propre empreinte, si tu veux, dans le vide, et à ceci à chaque instant. Donc, en fait, il y a une réalité physique, qui est ceci, qui est le connectome, et une réalité qui se trouve dans le vide, donc on pourrait appeler imaginaire, si on peut dire. En fait, imaginaire, c'est pas du tout c'est ce qui se passe dans le vide, en fait. C'est un peu quand on fait des modèles, par exemple, dans les mathématiques, avec les nombres imaginaires, donc, par exemple. C'est donc une autre dimension. Donc, en fait, on a le cerveau physique et on a le cerveau qui est pas physique, qui est subtil. C'est l'énergie subtile, en fait. Hein, si on appelle l'énergie subtile. En fait, c'est une très belle chose que de dire que l'énergie subtile, c'est pas une énergie physique. Et le mot subtil n'est pas mal puisqu'il permet de désigner, en fait, qui n'est pas mesurable avec des instruments de physique de type mécanique et optique et électromagnétique, mais qui est mesurable avec des instruments de type qui fonctionnent avec l'eau structurée, c'est-à-dire par exemple la main ou le cerveau. Et donc en fait on a une structure physique et son empreinte qui forment une espèce un système duel. Et donc en fait on a un système. On a le cerveau à un moment donné tel qu'il est. Si tu prends un temps T bien précis, tu vas avoir une certaine connectique, et dans le vide, tu vas avoir une image qui est son empreinte et ce qui est recruté du vide par rapport à cette dynamique-là. Ça forme donc un système c'est symétrique à un moment donné. Si tu donnes une chic node dans le système physique, par exemple un input qui vient d'un input sensoriel, eh bien tu vas en fait introduire une brisure de symétrie entre la dimension physique et la dimension subtile. Du coup, eh bien, ces deux systèmes vont fonctionner comme un attracteur qui va chercher à revenir en équilibre. Si le petit chic node est très petite, par exemple c'est un signal visuel, eh bien c'est un très petit bazar qui va euh, retrouver son équilibre rapidement et changer la structure ici, la changer là, mais de façon très, disons presque infime. On va se déplacer dans un attracteur, puis c'est tout. Par contre, si c'est un gros signal, par exemple, on l'a vu en ours, où tout d'un coup on te dit que voilà, vous avez gagné le loto de Suisse romande et vous avez 25 millions de francs suisses sur votre compte. Ben, tout d'un coup, ben, ça va changer l'information au niveau du système physique et ça va introduire une grosse rupture de symétrie entre l'image dans le vide, ou la réverbération dans le vide du, du circuit, si tu veux, physique, qui est différent. Donc, en fait, on va peut-être passer d'un attracteur, qui est celui de, zut, alors je vais aller travailler aujourd'hui, à celui, allez, salut les copains, j'écris mon C4, allez vous faire voir, je m'achète un yacht, oui, j'emmène les enfants en vacances, on va faire de la voile pendant 6 mois, par exemple, j'en sais rien. Mais, tu vois, un truc comme ça. Et, ou bien vous allez à l'hôtel, c'est un truc vous choisissez. Mais c'est une histoire tu passes et donc en fait il va y avoir un changement de réseau de neurones, un changement de structure, changement d'idées, quoi, voilà. Il va recruter d'autres idées. Et donc c'est toujours un dialogue entre la réalité, c'est-à-dire ce qu'on peut mesurer physiquement, hein, et sa représentation qui se trouve dans le vide. Et donc c'est ce qu'on appelle en physique, on va appeler ça
entanglement. Hein, on sait que quand deux choses sont très identiques, eh ben elles résonnent. C'est de la résonance entre deux choses. Donc il y a en fait c'est une résonance. C'est une corrélation de phase. C'est pour ça qu'en fait le cerveau c'est très relié à la musique, la meilleure mathématique qui permet d'expliquer ou de représenter le fonctionnement du cerveau, ou de la conscience, de la pensée, ben en fait c'est la musique, c'est la théorie de la musique. Euh, en fait, si on la résonance, ou ce qu'on appelle la propriété de entanglement, qu'on a mesuré, par exemple, on a mesuré que si on perturbe un faisceau de particules à Genève, on peut mesurer que il va tout de suite. On a un faisceau de particules, il y a une partie qui va partir vers Milan, une partie qui va rester à Genève. Eh bien, si on donne une chiquenaude à un photon à Genève, ben, on va pouvoir mesurer en fait le photon qui était associé dans le même faisceau de particules et qui se trouve maintenant à Milan, après quelques millièmes de seconde, ben, il va être perturbé aussi. C'est le entanglement, ce qui se ressemble reste lié et associé. C'est pour ça que quand tu penses à quelqu'un qui pense à toi, ben en fait vous êtes même si vous êtes de l'autre côté de la Terre, Synergie. voilà, vous êtes en synergie parce que c'est en fait ça s'appelle le entanglement. C'est comme en fait euh, quand tu as le chef d'orchestre et une symphonie entre les musiciens, d'accord, ils ont chacun leur partition, mais il y a des moments quand tu entends une symphonie où il y a une telle corrélation entre les musiciens que ça relève plus que de ce qui est écrit sur les partitions. C'est qu'il y a vraiment une, une, une synergie en plus avec la baguette magique qui agit bien quelque part. Quand le type, ils le voient pas tous, le, le chef d'orchestre, ils le voient pas tous, hein. Pourtant, ils savent exactement où elle se trouve la baguette. Et ça, cette intuition de savoir exactement où se trouve la baguette et quand est-ce qu'il faut souffler dans sa trompette ou taper sur son tambour, c'est exactement ce que fait le cerveau. Il y a euh, cette, euh, cette corrélation en fait à distance. Alors, bon, brain mind intentionally task brain. Oui, voilà, le cerveau. Donc on construit le double. Chaque fois qu'on a une idée, ben on a toujours le double de cette idée. Donc on a tout se trouve en double. On a aussi le fait qu'on a une dimension, ce qu'on appelle psychologique, et une dimension vibrationnelle. Et en fait, là, je suis en train de lire un bouquin qui est assez chaud. Je vous en foutu. Euh, c'est c'est, sur les, c'est une dame qui fait qui décrit les interactions entre, ça s'appelle intelligence corporelle et processus vibratoire. C'est sur l'ostéopathie myofaciale, mais en même temps voilà, sur la psychologie, sur le rapport entre la psychologie et ce qui est vibratoire. Et elle dit en fait que, en fait, c'est un peu ces deux. Elle décrit en fait à sa façon, avec sa façon de comprendre cette dualité qu'il y a entre notre réseau de neurones, notre connectome et l'image dans le vide, qui est en fait tout ce qui relève de notre connectome, donc de la façon dont les neurones sont connectés de façon physique, c'est la psychologie. Et tout ce qui relève du vibratoire, entre guillemets, en fait, c'est ce qui se passe c'est l'image. C'est le double. En fait, il y a beaucoup de, de support à ça. Alors, donc les stimulus de l'extérieur cassent la symétrie, et donc on a des dynamiques chaotiques qui sont déterminiques, des trajectoires. Ah, il y a aussi un chercheur, Vladimir Voevikov, qui lui, en fait, il travaille sur les gens comment on appelle, qui ont de l'eau à la place du cerveau, les hydrocéphales.
Alors, il y a des gens qui ont peu de connexions neuronales, mais qui ont le cerveau bourré d'eau. Et quand on fait les tomographies, on voit qu'en fait, c'est l'eau qui réfléchit par elle-même. En fait, il y a les mêmes structures de connectomes, d'allumage de régions, alors que les gens sont complètement moins de neurones. On voit aussi, hein, si tu regardes un dauphin, il a le cerveau bourré d'eau, en fait. Hein. Et ça aussi, ça va dans la même direction. Voilà. Alors, le- la signification des attracteurs. Oui, ah oui, voilà. Très important, la relation entre la mémoire et la signification. En fait, toute mémoire, il n'y a pas d'information sans signification. En fait, la mémoire, c'est pas une trace d'information. Euh, la mémoire, ça se relève toujours à quelque chose qui a un sens, qui a une signification. C'est l'information cohérente. Par exemple, si je te donne euh, une information, par exemple, je sais pas, un code pour rentrer dans Google, un chiffre ce que qu'on trouve dans son téléphone pour avoir une autorisation, c'est pas une information, ça. C'est c'est un pur nombre qui ne veut rien dire. Si je te dis, ben voilà, la fenêtre est transparente, c'est pas une information. Sauf si ça a une signification. Et là, quand on arrive dans cette idée-là, Quelle signification, par exemple? ben en fait, une signification par rapport au contexte, par rapport à si une information n'a pas de signification, elle n'est pas retenue. Ok. Et en fait, qu'est-ce qui se passe si une information devient une bête information de rien du tout, par exemple, s'il pèse 433 grammes, et puis que, ah oui, mais ça, alors c'est lourd. Voilà. Ceci pèse, cette pomme pèse 99 grammes, ça ne signifie rien. Mais cette pomme est lourde, oui, ça signifie que c'est lourd à porter, par exemple. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe quand une information devient tellement signifiante? Ben, c'est qu'elle crée une émotion. C'est-à-dire que, Ok. et là on touche à un point vraiment important, c'est que toute information au niveau de la pensée, eh ben, il y a une partie information et une partie émotion. Il n'y a pas d'information sans émotion. Il n'y a pas de mémoire sans émotion. Et c'est là qu'on arrive à l'endocrinopsychologie, euh, que, en fait, on a vraiment un corpus entre l'information et l'émotion. Et on rentre dans les... Ouais, bon, il y a plein de dimensions, la conscience vibratoire, etc. Euh, donc, voilà, on a évidemment, de vidéos, des choses qui sont plus ou moins intéressantes. C'est évidemment un domaine hyper, qui est immense, hein. On va pas le faire en une heure, mais enfin, je voulais en fait montrer une certaine vision qui n'est pas de type spirituel, mais qui est de type qui relève de la physique en fait, et de Mhm. la voilà. Alors on va terminer avec cerveau et nutrition. Voilà. Euh, voilà. Les acides aminés et les fonctions du cerveau. Boum. Alors la glycine, voilà. Quels sont les acides aminés et qu'est-ce qu'ils font? La glycine, elle participe, elle est utile pour le cycle réveil, sommeil, euh, et Tu as pas ça en l'apprend. français, hein? Comment? Tu as pas cette image en français. Non, malheureusement. Par contre, t'as des applications, Ils les traduisent. ouais, qui traduisent. Si tu prends ton téléphone portable, t'as des applications qui permettent tu pointes ton téléphone. D'ailleurs, je vais essayer de le faire. Comme ça, je traduis directement. Je suis vraiment désolé parce que
La plupart des trucs qu'on trouve, c'est pas en... C'est en anglais, ouais, je sais. Ouais, puis maintenant ce sera en chinois, alors ce sera encore moins facile. Oui, parce que euh, j'ai une application ici, je vais essayer de la pointer. Euh, alors, c'est, ça va de l'anglais vers le français. Je fais une photo, je vais voir. Hop, pointer la caméra vers le texte. Voilà, ok. Le premier, la glycine. Allez, allez, vas-y, vas-y, hein. Ouais, ça fonctionne pas ce truc. Ça va plus vite quand je traduis ma main, hein. Ah, participe au cycle de veille-sommeil et d'apprentissage par modulation de récepteurs de glycine et du glutamate. Voilà, et ça marche. Voilà. On a la L-histidine qui est une source d'histamine, rôle pour anxiété et stress. L'arginine qui est un précurseur de l'acide nitrique qui régule le glutamate, la dopamine, le GABA, les niveaux de GABA. La L-lysine, la L-valine. En fait, donc ici, on a dans ce schéma, ici, la glutamine qui est un précurseur de GABA. Il y a beaucoup avec le GABA, hein. Euh, la L-sérine qui est importante pour la neurotransmission, c'est la source d'essérine et de glycine qui module le signal de glutamate. La L-tyrosine, source de dopamine, de norépinéphrine, épinéphrine. Si moi je vais choisir, ben je choisirais peut-être celle-là, tiens. Source de dopamine, c'est toujours bon. Bon à prendre. Ici, la L-leucine qui régule l'appétit, la faim, qui permettent de réguler l'énergie du métabolisme du cerveau. Euh, ouais, la plupart sont en rapport avec le GABA, sauf la L-tyrosine ici qui est bonne pour la dopamine. Je prends. Ah, ici, la L-méthionine qui est vitale pour la production de S-adénosylméthionine. Merci. Ok. Voilà, c'est pour aider les neurotransmetteurs dans le brain, dans le cerveau. Donc, tu prends ton téléphone, tu trouves une application de traduire, tu regardes ça, tu auras le détail. Je suis désolé. Euh, Non, non, je- je regardais justement si ça fonctionnait. Et puis ici, en fait, les vitamines, eh ben, la B9, la B12, la B6, la B3, pour le métabolisme des homocystéines, le métabolisme énergétique, les vitamines B, l'acide lipoïque, le coenzyme Q10, le fer, le manganèse, très important ici pour les synapses, euh, la B6 pour neurotransmitter binding, pour les postsynaptiques. Alors, pour ce qui est renforcement des gangs myéliniques, eh bien, on a la DHA, la B9, la B12, la thiamine, le fer. Ah, ça c'est bien aussi pour le flux sanguin, les polyphénols et les flavonoïdes. Et pour l'intégrité de la membrane, le DHA, le PA, la vitamine C, la vitamine E, les polyphénols, les flavonoïdes. Et pour la vitamine D, pour la croissance et le développement des neurones. Voilà. On a, et je vais terminer en revenant, c'est pour ça que j'ai écrit, Vitamine B12 et D, c'est le plus important. ouais, si je devais en choisir ici, ben, je prendrais, euh, celle-ci, certainement, Avec la et, B12 ou DHA. avec la B12, oui, voilà. C'est un bon cocktail comme ça. Enfin, en tout cas, ça donne une idée que, ben, c'est des trucs qui datent très récents, hein. Mm. Ouais, ça, il y a quelques mois. Hmm. Et pour conclure, je reviens au cerveau limbique parce qu'en fait, Non, non. oui, c'est le centre, hein, c'est un peu comme on a les deux hémisphères, on a le cortex et ces deux hémisphères, pour classifier le cortex avant d'aborder le limbique, le cortex c'est une sorte de verrue, c'est pas très beau à dire, mais greffé sur le système limbique. C'est un peu comme si tu as une noix, hein, et le centre de la noix, c'est le système limbique, et autour,
Un peu comme un épithélium, t'aurais une couverture, t'aurais le cortex. Et donc au centre se trouve un système composé de trois processeurs, de trois unités centrales. Il y a le thalamus qui va qui va intégrer les informations sensorielles, émotionnelles, cognitives et spirituelles. Spirituelles qui viennent de la glande pinéale. Glande pinéale qui est même capable de produire la lumière. Donc, c'est tout ce qui nous relie au niveau plus élevé de la conscience. Il y a aussi le fait, là j'ai pas fini, et puis on a le thalamus, l'hypothalamus. On sait que c'est toutes les fonctions somatiques, les fonctions de l'inconscient, des fonctions liées à l'homéostasie physiologique. Et puis on a le gyrus singulaire qui siège dans une fonction autonome, c'est-à-dire qu'on prend les zones fonctionnelles pour les battements de cœur, les décisions, l'empathie, les émotions, la digestion, la respiration, etc. Et il y a encore une dimension, c'est la dimension de, il faut que je rajoute ça quelque part. Il y a encore une dimension, c'est la dimension de, je vais le mettre ici au-dessus, c'est de l'intelligence. Alors on a l'intelligence physique et instinctive, l'intelligence émotionnelle relationnelle, l'intelligence mentale, stratégique, euh, ouais, réflexion stratégique, logique, etc. Et puis on avait l'intuitive, spirituelle, hein. Et puis on a l'intelligence qu'on va appeler, ben, disons, euh, mission de vie. C'est vraiment les trucs profonds, quoi. C'est ce qui va dire. Donc, et ça, ce sont des niveaux d'intelligence ou des. Et ça, je mettrais bien ça avec là-dedans. Ça le fait ici. On va le taper quelque part ici. Parce que ça, et c'est un apport qui viendrait de la. Quand tu regardes la numérologie, ben en fait, tu as ces intelligences-là, et puis tu as l'involution et l'évolution. C'est-à-dire, tu as une trajectoire de renfermement sur soi, donc que ce soit, hein, par exemple, si au niveau physique, tu vas avoir peur, tu vas te protéger, ou alors tu peux t'ouvrir de curiosité, etc. Au niveau émotionnel, pareil. Hein. On peut être sur la défensive ou sur l'ouverture. Donc il y a une spirale où il y a un mouvement involutif, le renfermement, et un mouvement évolutif, l'ouverture, à chacun de ces niveaux. Et ça, à mon avis, ça rentre certainement quelque part dans ce puzzle, quoi. Bien sûr, on sortira pas d'ici quelques générations d'y voir plus clair dans ce puzzle, mais je pense que là, on a une idée assez complète, en tout cas à jour de cela, sans rentrer dans du bon dieuisme et qui est tout à fait valable. Hein. Je absolument rien contre les visions religieuses qui essayent d'aller plus loin encore. Mais ça, c'est ce qu'on peut dire si on se base sur euh, voilà la science avec un petit s, ce que l'on peut connaître de façon expérimentale, disons. Sans voilà, donc plus loin, c'est la religion. Donc j'y connais. En fait, ouais, je pratique un peu, mais voilà, c'est un petit peu voilà. Est-ce que voilà, on peut faire, il nous reste 2 minutes. Dis-moi ce que t'en penses, parce qu'en fait c'est notre dernier cours en fait.
On a terminé avec ça. Bien, ben oui, on a fini le cerveau. Et maintenant, on a terminé ma partie. Et donc, dis-moi ce que t'en penses. Et ben, je reste à ton écoute, hein, tout à fait, quoi. Tu peux me poser des questions, ou, revenir. Si tu veux que je creuse un aspect, on y va. Mais là, c'est pour ma partie, ça s'arrête ici. Voilà. Alors déjà, merci pour tous les cours que tu m'as donnés. C'était super, on voit que tu es bien motivé. Tu connais vraiment ton domaine. Et franchement, c'était un plaisir d'apprendre tout ça. Et ce cours-là Merci. était un peu lourd. J'espère avoir tout retenu. Si t'as Il des était idées, différent. ouais, ouais, ouais. Si t'as des Mais idées, c'est quelque chose qui te dit, mais tiens, est-ce que ceci, n'hésite pas. je t'écris. Voilà. En tout cas, on se voit à Genève, de toute façon, un de ces quatre. Je vais Oui. organiser avec l'équipe, à un moment ou un autre, un stage de bioénergie. Et Mhm. ouais, ça vaut le coup, ça va. On en a déjà fait quelques-uns et c'était pas triste. Voilà. Bon, Merci. attends, j'arrête